Karine Durand, notre spécialiste météo, est avec nous. Vous nous annoncerez des nouvelles pas très encourageantes, je serais tenté de dire, un peu inquiétantes, c'est le moins que l'on puisse dire. On y reviendra dans le courant de cette émission. Est avec nous également Philippe de Gestas, ancien officier et sous-préfet. Ce serait intéressant de vous entendre sur cette mobilisation, en premier lieu, de tout le monde d'ailleurs, mais également des élus de toutes ces communes. Et puis nous rejoindra le colonel Jérôme Boulanger, porte-parole de la sécurité civile. On va retrouver parmi notre dispositif, on va prendre la direction du Temple en Gironde. On va retrouver Julia Ferrante et Coralie Auberti. Je le disais, beaucoup de solidarité, et c'est vraiment le cas dans cette commune du Temple où vous vous trouvez, Julia Ferrante. Absolument Thierry, bonsoir. Ici au Temple, le secteur La Sablière, la solidarité est énorme et très organisée. Vous le voyez derrière moi sur les images de Coralie Auberti. Et pour les auditeurs d'Europe 1, nous allons essayer de vous expliquer ce qui se passe ici. Ce sont des agriculteurs, des civils, des habitants des villages alentours, mais aussi du Temple qui viennent remplir des cuves de 1000 litres d'eau. Ils apportent ces cuves directement dans les camions-citernes et les camions-citernes approvisionnent en eau les camions de sapeurs-pompiers qui retournent directement sur la ligne de feu. Ici, les feux, la situation est assez incertaine. Les fumerolles sont effectivement encore très présents dans la forêt au loin comme hier soir. Et avec ces fortes chaleurs, ces vents violents, les pompiers sont sur le qui-vive. Il règne ici un climat d'incertitude et de très grande vigilance. Et on le voit autour de vous, cette grande solidarité avec ces tracteurs, ces camions. Tout le monde est mobilisé à, 500 voire 1000%, Julia. Absolument Thierry, c'est vraiment une solidarité qui est très belle, très organisée, qui est même évidente pour les personnes avec qui nous avons pu échanger, des jeunes, des personnes moins jeunes qui viennent après leur journée de travail malgré la fatigue, la chaleur, qui viennent avec leur sourire aider sans compter. Vous le voyez là, regardez pour les auditeurs d'Europe 1, les agriculteurs sont en train de remplir la citerne dans des camions de sapeurs-pompiers. C'est une eau qui a été récupérée en amont par des bénévoles et c'est une chaîne très importante. Ce sont même des actions primordiales, nous ont confié certains pompiers. Merci Julia Ferrante avec Coralie Auberti depuis le Temple en Gironde. Philippe de Gestas, l'ancien sous-préfet que vous êtes, on a vu cette mobilisation générale. Il y a un mot que je retiens et que je ne cesse de répéter, c'est cette solidarité qui fait chaud au cœur au moment où on parle d'une France divisée, etc. Et j'ai beaucoup interrogé un grand nombre d'élus et il n'y a pas de couleur politique. Il n'y a pas de couleur politique et c'est ça le plus important, c'est que tout le monde se tend la main, se soutient, s'aide et s'entraide, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie qui sont durement touchés. Et c'est ça qui est beau, in fine. C'est ça qu'il faut retenir. Alors d'abord, remarquons, et bien sûr, ce n'était pas forcément chez CNews que ce n'était pas le cas, mais qu'on se remet à aimer les agriculteurs. Nous, on a toujours défendu sur CNews et sur Europe 1 les agriculteurs, vraiment. C'est certainement pas sur cette chaîne qu'on a pu en dire du mal, mais non, jamais. C'est qu'on entend, effectivement, on se rend compte que qui sont les agriculteurs, c'est ceux qui connaissent le terrain, c'est ceux qui aiment le terrain, ils aiment leur terre, ils aiment leur forêt, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, ce qui fait leur force, et ils sont là au premier rang, on le sait, c'est également le cas l'hiver, c'est également le cas quand il y a des inondations, et là on est très heureux d'avoir leur concours. Et puis l'ancien sous-préfet que je suis aimerait dire que effectivement on a un vrai concours de bénévolat, de solidarité dans la population, ça fait chaud au cœur. Ouais, et moi, on en a besoin. Et je pense qu'on a là aussi une réflexion à mener probablement, je m'adresse aux politiques en quelque sorte, cette solidarité qui finalement se révèle au moment des drames comme cela, pourrait être peut-être un peu plus organisée en amont, de telle façon à ce que cette force d'appoint des services de secours, des services de pompiers, des services de sécurité en général, soit peut-être encore un peu mieux coordonnée et un peu plus efficace. Et ce serait une façon en plus de reconnaître cette contribution spontanée de la société civile pour la solidarité nationale. Et j'ai interrogé le maire de Lacanau, qui a dit beaucoup de choses justement, qui s'adressait dans le cadre de Mini News à ceux qui nous gouvernent aussi. Un message très fort parce qu'il ne faut pas oublier ces élus, et ils ont les mains dans le cambouis, ils connaissent et ils savent
quelles sont les bonnes décisions. Ils ont un peu le sentiment que parfois, on ne les écoute pas assez. Témoignage tout de suite. On va prendre la direction d'Arcachon. On va être avec Frédéric Dugénie, qui est la directrice de l'Office de tourisme du Palais des Congrès d'Arcachon. Merci d'être avec nous, Frédéric Dugénie. C'est intéressant de vous entendre parce que on l'évoquait, les principaux touchés, évidemment, sont tous les professionnels du tourisme, et c'est toute cette vie touristique qui est fortement impactée, vu la situation en plein mois de juillet. Et ça, vous le mesurez tous les jours, Frédéric Dugénie. Oui, tout à fait. Alors, nous, on souhaite déjà témoigner de tout notre soutien, et comme tout le monde, pour nos communes voisines du Nord-Bassin qui sont durement touchées par les incendies. Mais mine de rien, nous le sommes aussi parce que les gens ne connaissent pas trop le territoire et ont quelques difficultés ou quelques craintes à vouloir venir sur le sud-bassin. Alors que comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, tous les prestataires touristiques sont prêts à accueillir, que ce soit les restaurants, les hébergeurs, etc. Donc nous sommes aujourd'hui confrontés à une perte de fréquentation dans 50 voire 80% pour certaines personnes, ce qui fait que les temps seront durs. Alors on a du mal à dire ça ou à faire comprendre ça dans le sens où effectivement l'urgence est à la sécurité du public et on espère que très rapidement les choses s'arrangent. Mais économiquement, nous allons, alors que nous sommes un territoire pas touché directement par le feu, même si l'échelle du bassin d'Arcachon est aujourd'hui quelque chose pour nous qui est limité, quelque chose de collectif. Nous ne sommes pas directement touchés et pourtant totalement impactés économiquement, avec des prestataires qui commencent à se dire qu'ils ne passeront pas l'hiver. Oui, et surtout, Frédéric Dugénie, alors on voit bien les discours, notamment de la préfète qui dit non, il ne faut pas venir dans certains endroits, etc. Et puis certains professionnels qui disent n'hésitez pas parce qu'autrement notre saison va être, pardonnez-moi pour l'expression, foutue. Et la problématique qui se rajoute à tout cela, c'est également la circulation des trains, etc. C'est pas simple de venir chez vous, même si toute la zone, la Gironde est une vaste région, je la connais bien pour y avoir vécu. Tout n'est pas touché aussi, c'est important de le rappeler, mais ce n'est pas simple de venir chez vous non plus. C'est plus compliqué que d'habitude. Alors la préfète, elle a joué totalement son rôle et c'est pas à moi de juger ses propos. Elle l'a fait à une période, c'était il y a 3 jours, où effectivement on a tous accueilli de nombreux évacués de partout, des EHPAD, des populations, etc. Et qu'on était tous en soutien, plutôt dans la solidarité collective, et on l'est toujours à différents moyens, parce que le temps passe et on espère vraiment que l'incendie s'arrête ou soit fixé dans les prochains jours ou très rapidement. Elle a dit ça à un temps, sauf que ce discours, il a été repris par l'ensemble des médias et qu'aujourd'hui, il continue à courir. Alors que, objectivement, tout le sud-bassin est totalement épargné par ces incendies et même l'accès. Donc, c'est un combat pas tous les permanent. médias, parce que nous donnons la parole également et on a lancé certains appels également sur CNews et sur Europe 1. D'ailleurs, ça m'a valu d'être repris parfois sur les réseaux sociaux en disant mais comment ça, Thierry Cabane appelle à venir dans les Landes et en Gironde, alors que je ne faisais qu'être l'écho de certains professionnels qui disaient que bah oui, tout n'est pas impacté, c'est important de le dire. Donc on a, en fait, tous les cas, sur Europe 1 et sur CNews, on n'a pas dit n'y allez pas. On a essayé d'être très transparent sur tout cela. On essaie de faire du collectif parce que c'est ce que les gens retiennent, parce qu'ils l'entendent sur différents médias, et si ce n'est pas sur CNews. C'est vrai qu'aujourd'hui, rien n'empêche l'accès effectivement à Arcachon ou tout le sud-bassin en toute sécurité. C'est important de le dire. On ne jouerait pas à ça si effectivement les publics étaient en danger. Donc ce process, il est resté en l'état et il le restera, je pense, jusqu'à la fixation du feu. Tous les élus se battent effectivement pour essayer de faire réouvrir l'autoroute et l'accessibilité du train. Le train, je crois que dès demain seront testés des engins pour savoir si le train peut passer avec la chaleur et tout sur l'ensemble du territoire entre Bordeaux et Arcachon, et je ne vois pas ce qui en empêcherait, sincèrement. Et je tiens à témoigner que vraiment on a toute l'activité économique locale qui est vraiment au top de son activité, prête à attirer et à accueillir l'ensemble des prestataires. Et ça n'empêche pas tout le soutien qu'on peut avoir. On l'a vécu malheureusement en 2022 avec l'incendie de la Teste. Ça n'empêche pas toute cette solidarité, cette aide qu'on peut avoir au quotidien, jour et nuit, auprès de nos voisins, de nos collègues. Et je pense que ça n'empêche pas non plus les touristes d'avoir
ce cœur, cette affection, cette bienveillance auprès de ces populations, parce que c'est dramatique ce qui est vécu actuellement. Donc, écoutez, merci Frédéric Dugénie. Le message, en tous les cas, est passé sur l'antenne de CNews et sur Europe 1. Et c'est important de le dire parce que votre région est vaste et tous les coins ne sont pas impactés. Le meilleur moyen aussi de venir en aide à tous ces professionnels que vous êtes, eh bien, c'est aussi, même si le chemin est un petit peu plus compliqué, eh bien, c'est d'essayer de vous aider à tous les niveaux. En tous les cas, le message est passé et on n'est pas que défaitistes sur nos deux antennes, sur CNews et sur Europe 1. Je tenais à vous le dire, Frédéric. Merci pour ce témoignage, Frédéric Dugénie. Karine Durand, vous êtes avec nous, vous êtes notre spécialiste météo. Nous sommes donc entrés dans la 4e canicule de 2026, en mai, en juin, début juillet, puis celle qui débute actuellement, fin juillet. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas 50 000 questions à vous poser. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel, Karine Durand? On a besoin d'explications. Je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer. En fait, il y a une récurrence de ces situations anormalement chaudes, anormalement sèches en France. Tout cela est lié en grande partie à la position du jet stream. Le jet stream, je le rappelle, c'est un courant de très haute altitude. Nous ne le ressentons pas à notre altitude, nous. Ce courant, il circule entre 8 et 12 km d'altitude. Il a pour effet de séparer l'air froid qui circule sur les régions du nord de l'Europe de l'air chaud qui circule sur la péninsule ibérique ou encore sur le Maghreb. En général, ce jet stream, il est plutôt horizontal, comme on peut le voir justement. Il circule donc sur tout l'hémisphère nord de manière assez horizontale, de manière assez franche. C'est ce qui se passait en tout cas ces dernières années, comme on va le voir sur cette illustration de la moyenne entre 1980 et 2010. Bref, c'est assez simple. Sauf que ces dernières années, eh bien, le jet stream, il a commencé à changer en lien avec le réchauffement climatique qui affaiblit justement la masse d'air froide qui est moins froide. Eh bien, le contraste est moins marqué. Et du coup, ce jet stream, il est un petit peu moins horizontal. Voilà l'image du jet stream qui a été prise entre hier et aujourd'hui. Vous voyez qu'il fait des boucles, il fait des détours car il s'affaiblit, donc il prend son temps, entre guillemets. Et ces boucles, elles laissent remonter de l'air chaud, du Maghreb, de la péninsule ibérique. Et forcément, avec le réchauffement, plus l'air est chaud, plus l'air est sec, et bien plus le jet stream piège ces masses d'air et plus cet air chaud et sec se renforce sur la France. Ça, c'est une situation qu'on a sans arrêt depuis le début de l'année 2026 qui se répète avec des ondulations de plus en plus marquées en lien justement avec le réchauffement climatique. Et cela crée des situations de blocage. Nous sommes bloqués de manière interminable dans des situations météo et c'est ça le problème qui se produit en 2026. Ce jet stream qui ondule de plus en plus, eh bien, il bloque de l'air chaud de plus en plus sur l'Europe de l'Ouest, la France en particulier. Par moments, il peut bloquer des dépressions, également du mauvais temps. C'était le cas notamment au début de l'année avec ces inondations récurrentes. Et ces blocages météo, ils ne sont pas similaires partout sur l'hémisphère nord. Ils sont plus fréquents sur l'Europe de l'Ouest, sur la France, sur les îles britanniques en particulier. Et voilà comment, avec la répétition de ces boucles, de ces blocages météo, nous arrivons sans arrêt à la même situation météo, des canicules à répétition, avec un air de plus en plus chaud et de plus en plus sec qui reste plus longtemps coincé sur notre pays. Merci beaucoup pour ce point très précis. Karine Durand, Philippe de Gestas, ancien sous-préfet, a tout compris, tout comme le colonel Jérôme Boulanger, porte-parole de la sécurité civile, qui va nous rejoindre. Et nous poursuivons sur CNews et sur Europe 1 cette édition spéciale, toujours à mes côtés, Philippe de Gestas, ancien officier et ancien sous-préfet, et le colonel Jérôme Boulanger, porte-parole de la sécurité civile. Messieurs, priorité évidemment au terrain. Nous allons retourner du côté du Temple en Gironde, retrouver Julia Ferrante et Coralie Auberti. On s'est déjà parlé, Julia Ferrante, il y a une forte, très forte mobilisation du côté du Temple avec les agriculteurs. Tout le monde est là, tout le monde est mobilisé et c'est vrai que je ne cesse de le répéter, il y a un mot qui prédomine, c'est la solidarité, et c'est ce qui se passe au Temple. Absolument Thierry, ici au Temple, la solidarité est énorme. Et pour vous montrer cette solidarité, je vais vous faire rencontrer Jordan, qui est natif de la région. Jordan, bonjour. Vous venez d'ici depuis vendredi pour apporter votre soutien. De quelle manière ? Je viens apporter mon soutien aujourd'hui avec un petit camion en froid. Et je leur apporte ce qu'il faut en nourriture, en boisson pour qu'ils puissent être alimentés et tenir sur le long de la journée. Est-ce que vous pouvez nous montrer et nous décrire dans votre camion frigo ce qu'il s'y trouve et ce que vous apportez comme denrées alimentaires ? Là du coup on peut voir que j'ai apporté de l'eau, du coca, de l'ice tea, de la boisson gazeuse, des compotes, des fruits, des sandwichs, des chips, des madeleines, enfin un peu de tout et... Donc
vous restez à leur merci. Vous êtes là, comment ça se passe? Vous donnez de votre temps comme ça bénévolement? Tout à fait. D'habitude, je suis commercial, je vends des bonbons. Là, le petit forestier nous fait le plaisir de nous offrir cette petite camionnette. Et du coup, voilà, je viens bénévolement. Mon frère m'aide pour ça et on est tous dans la famille engagés pour les aider. Et vous m'expliquez que c'était primordial pour vous de faire ça. C'est un engagement complètement spontané. Vous avez même besoin, vous m'expliquiez, de venir ici et de prêter main forte aux pompiers. Oui, alors pour moi, j'ai l'impression que c'est une petite aide. Au final, le retour que j'ai sur le terrain est immense. Donc je suis très fier, ma famille est aussi très fière et je le ferai tant que je pourrai le faire, je le ferai. Merci beaucoup Jordan. Vous le voyez ici Thierry, tout le monde y met du sien, tout le monde apporte, met sa pierre à l'édifice. Cette solidarité, vous l'entendez, elle est énorme pour les sapeurs-pompiers qui continuent de lutter contre les flammes. Et on peut l'applaudir, cette solidarité. Merci pour ce très, très, très beau témoignage, Julia Ferrante, avec Coralie Auberti du côté du Temple. Philippe de Gestas, colonel Jérôme Boulanger, j'aimerais vous faire écouter un coup de gueule, parce que je le disais, ça brûle aux quatre coins de France, ça brûle en Corse, on ira en Corse également retrouver notre correspondante Christine Lozzi, mais ça a brûlé également en Bretagne. L'an dernier, on commentait cet incendie du côté des Monts d'Arrée. Vous imaginez, les Monts d'Arrée brûlaient. Et là, alors on ne va pas comparer la situation bretonne et la situation du côté de l'Armor-Plage, puisqu'on parle de 1500 hectares, c'est toujours 1500 hectares de trop, me direz-vous, évidemment. Mais écoutez le coup de gueule de la maire de l'Armor-Plage et j'aimerais vous faire réagir. Il faut soulever aussi les comportements irresponsables de certaines personnes. C'est impossible de retrouver, ce n'est pas convenable de retrouver des casseroles, des fonds de barbecue dans nos bois, ce qui est encore le cas. Et ce qui était encore le cas ce matin, j'étais en ligne avec notre responsable de la police municipale. Et on retrouve dans nos bois des petites préparations de barbecue, des petites casseroles. On a retrouvé aussi des petits tas de pain tout près. Voilà, alors je ne peux pas parler à la place de la police et loin s'en faut, mais voilà, il y a des... Je ne sais pas comment on arrive à faire ça. Et il y a à brûler le patrimoine français, à brûler tout ce qui nous est cher, à sacrifier des territoires entiers pour des actes criminels. Voilà. Coup de gueule du maire de la... Vous comprenez, Jérôme Boulanger, pourquoi je voulais vous faire écouter. On parle de ces incendies. Je rappelle que vous avez payé un lourd tribut, les sapeurs-pompiers, 4 victimes. Et c'était ce matin, ce coup de gueule, parce que malgré l'actualité, des gens font des barbecues, font n'importe quoi. Voilà où on en est. Et on ne tire pas des enseignements. Et pourtant... On fait de la prévention vraiment durant toute cette période et depuis déjà la canicule, depuis le 18 juin, je me souviens sur les premiers plateaux de télévision, on disait oui, on parle beaucoup du risque sanitaire, mais nous on pense déjà au coup d'après. Le coup d'après, ça sera le feu de forêt. On y est en plein. Et ces gestes effectivement irresponsables de gens qui fument en forêt, qui font des travaux avec des outils mécaniques, qui font des étincelles avec effectivement des barbecues, etc., il faut savoir que ça nous sursollicite. Notre mission, c'est bête à dire, mais aujourd'hui, 80% des interventions des sapeurs-pompiers, c'est le secours à personne. Le feu ne représente que 8%. Le secours à personne. Il faut des pompiers qui aillent au chevet des personnes âgées isolées qui vont effectivement avoir des troubles respiratoires ou autres pendant la canicule. Ce sont ces mêmes sapeurs-pompiers qui sont engagés sur des feux qui, à 90%, sont d'origine humaine et certains d'entre eux sont criminels. Il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des gens qui ont été mis en garde à vue, il y a aujourd'hui des gens qui sont en détention provisoire. Il faut savoir qu'un feu, accidentel ou criminel, est passible de lourdes peines. Et je le disais, Philippe de Gestas, tu brûles, tu dois payer, quoi, tout simplement. Et quand on entend ce témoignage de cette mère de la mort, elle est particulièrement remontée, et on le comprend aisément. Et elle reste malgré tout assez calme. Alors, bien sûr, entièrement raison. Évidemment, tout à l'heure, on se réjouissait de cet élan de solidarité assez général, mais c'est peut-être un peu tôt pour le faire, mais quand on ira au bilan dans quelques semaines, dans quelques mois, il sera temps aussi de mettre en exergue des comportements qui sont... irresponsable. Totalement irresponsable, mais c'est une forme de déresponsabilisation. Alors, n'oublions pas quand même que l'État a une forme de responsabilité là-dedans, parce que si vous voulez, à force de materner la population, d'interdire ceci, d'interdire cela, de rendre ceci obligatoire,
les gens finissent par perdre complètement conscience que leurs actes ont des conséquences. Et puis, parce qu'on leur a pas dit 2 secondes avant, en fait, ils vont aller faire un barbecue en forêt. Donc, il y a aussi, je pense, un rééquilibrage à faire. Et puis, n'oublions pas aussi que ça commence avec l'éducation. Oui. Je trouve que, il me semble que Dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, si je peux me permettre, Philippe de Gestas. Pas dans ce domaine-là. Mais là, une fois de plus... Mais c'est pas le débat. J'aimerais là-dessus. Une fois de plus, on a un maire qui est en première ligne, on le dit depuis le début de cette émission, un élu qui a la responsabilité du territoire communal, de la sécurité, et qui se désole. Et puis je terminerai en disant qu'effectivement, on ne mesure pas assez l'engagement actuel de l'ensemble des sapeurs-pompiers, fait que, par ailleurs, les missions qu'ils ont habituellement, comme les écoles aménagées, elles sont beaucoup moins assurées, parce que la vie continue par ailleurs. Et donc, il va falloir aussi répondre à cette question. Alors, elles sont assurées, les missions. Colonel Jérôme Boulanger. Elles continuent bien sûr à être assurées. Mais c'est du travail en plus. Mais voilà, là, c'est la surcharge. Évidemment, on n'avait pas besoin de ça, ô combien. Autre invité ce soir avec nous, c'est bien de donner la parole aux professionnels, et je m'y attache dans nos émissions sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec Guillaume Boss, sylviculteur. Merci d'être avec nous, Guillaume Boss. Ceux qui paient un lourd tribut aussi, ce sont les sylviculteurs, c'est le moins que l'on puisse dire. Quel est votre état d'esprit ce soir, avec cette perspective météo, comme le disait Karine Durand, qui n'est guère favorable, hélas, Oui, bonsoir. Alors nous, de notre côté, sur la commune de Le Temple, on va dire que le feu et les plus grosses flammes sont arrêtées. On est en train de surveiller à fond tous les endroits non brûlés. On arrose les fumerons, enfin c'est un travail de chaque instant. On y est jour et nuit. Et je rejoins ce que vous dites, il y a un élan de solidarité qui est énorme et ça fait du bien. Il y a des gens de partout qui viennent nous aider et je pense que nous, sans eux, le constat serait beaucoup plus lourd. Ils nous sont venus en aide à nous, mais ils sont venus en aide surtout aux pompiers et je trouve que cet élan de solidarité fait du bien. Et je préfère le souligner et je souhaite le souligner. Concernant nous, notre commune, je pense qu'on l'est sauvée. Il fait encore très chaud, il faut être très attentif sur les reprises de feu, mais bon, je pense qu'on tient le bon bout. Guillaume Boss, moi j'aime bien donner la parole aux professionnels, à ceux qui savent, parce que on entend souvent des personnes qui s'expriment sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, qui maîtrisent moins. Et je fais référence au maire de Biganos que j'ai souvent interviewé depuis le début de ces incendies, qui disait on en a marre de gens qui parlent de la forêt, qui s'expriment sur la forêt, qui ne la pratiquent pas au quotidien et qui disent tout et n'importe quoi. Une fois que j'ai dit ça, vous voyez à qui s'adressaient ces propos du maire de Biganos. Et je trouve qu'il a tellement raison. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Guillaume Boss ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Bruno. Les gens, il faut qu'ils viennent sur place. Ça serait bien qu'ils se déplacent, mais même les gens au plus haut, qui viennent voir comment ça se passe. Je ne suis pas en train de tirer dessus, loin de là. Ils nous ont aidés, mais je pense qu'il faut venir sur place, voir comment on met les choses en place. C'est pas facile. Moi, je me souviens quand on a dit je veux pas trop voir d'agriculteurs sur le secteur. Je suis pas d'accord parce que sans ces agriculteurs, les pompiers n'auraient pas pu avoir d'eau comme ils ont eu. Et nous, je pense que le constat aurait été plus lourd. On aurait beaucoup plus de maisons de brûlées. Donc oui, il faut venir sur place, il faut venir voir et il faut écouter les gens qui sont sur le secteur tous les jours, qui vivent ici. Alors, nous, on connaît, on sait de quoi on parle. Alors, on échangeait avec Philippe de Gestas, qui est un ancien sous-préfet, et le colonel Jérôme Boulanger, qui m'accompagne, qui est porte-parole de la sécurité civile. Et je disais qu'il serait peut-être opportun, ça ne vous a pas échappé qu'on est en campagne électorale, que 2027, c'est demain, quasiment, qu'on tire des enseignements, parce qu'on a le sentiment, sincèrement, qu'on n'a pas tiré les enseignements des précédents incendies, notamment de 2022, et qu'il serait peut-être bon d'écouter des spécialistes, et vous en faites partie. Le colonel Jérôme Boulanger en fait partie, Philippe de Gestas, qui a été les mains également dans le cambouis en tant que sous-préfet, en fait partie. Ce serait peut-être bien de tirer des enseignements de tout ça et d'écouter des gens concernés. Ouais, c'est clair. C'est vrai que nous, on connaît par cœur. Hein. C'est l'endroit où on vit, c'est l'endroit qu'on chérit. La plupart des gens ici vivent de la forêt, donc c'est aussi leur gagne-pain, c'est ce qui les nourrit. Faut pas l'oublier. Là, il faut savoir que y en a qui ont perdu 100% de ce qu'ils ont. Donc ça veut dire que pendant 15 ans, ils auront aucun revenu. Et ça va être catastrophique. Et ouais, après, au niveau
de l'aide en pompiers, etc. Oui, les pompiers, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le problème, c'est qu'il y avait une telle ampleur, la circonférence du feu, c'est du jamais vu. 42 000 hectares, c'est monstrueux. Donc, ils ne pouvaient pas être partout. Effectivement, on aurait eu plus de moyens aériens. Je pense que ça aurait pu permettre de bloquer le feu beaucoup plus rapidement. Mais ça aussi, c'est pas facile à mettre en place. Ça coûte beaucoup d'argent. Il y a une maintenance énorme à faire sur les avions. Voilà, là, je sais pas trop quoi vous dire. C'est pas mon domaine, mais je sais que c'est compliqué à mettre en place aussi. Ce qu'il faudrait aussi autoriser, je pense, et ce qui est primordial, c'est le vol de nuit. Alors, je sais qu'au niveau des autorisations, c'est très compliqué, mais ça nous aiderait parce que c'est compliqué d'avoir des avions que la journée et la nuit, le feu reprend un petit peu de place et d'envergure, et après, c'est compliqué la journée pour nous. Guillaume, qu'est-ce qu'on a raté et qu'est-ce qu'il ne faudrait plus faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ne se produise plus? Raté, je pense qu'on n'a pas raté grand-chose, malheureusement. Les voyants étaient malheureusement au vert pour qu'il y ait un feu. La moindre étincelle sur le massif aurait eu le même constat et aurait brûlé autant d'hectares. C'est que là, ça change, en fait, le temps change. Les pare-feux, j'en ai discuté tout à l'heure, les pare-feux sont très bien. On peut faire des pare-feux de 100 mètres si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des sautes le premier soir de plus d'1 kilomètre. Et on ne peut pas faire des pare-feux de 1 kilomètre parce que ça veut dire qu'on va exproprier des gens qui vivent de la forêt et ça va être trop compliqué. Je pense que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense qu'il faudrait avant tout refaire des puits forêts pour pouvoir alimenter les pompiers plus rapidement et à plusieurs endroits. C'est compliqué pour eux de revenir à peut-être 10 km d'un foyer de feu, de recharger pendant 10-15 minutes et de repartir. Ils perdent énormément de temps. Mais sans les avions et les moyens sur place, je pense que moi, là où il faut favoriser, c'est vraiment la présence d'avions et réétudier le réseau d'eau pour pouvoir alimenter les pompiers sur place. Merci Guillaume Boss, et c'est bon de donner la parole à des gens qui connaissent le dossier, et vous en faites partie ô combien en tant que sylviculteur. Merci d'avoir témoigné sur CNews et sur Europe 1. 2 mots rapides, colonel Jérôme Boulanger. Alors déjà, je suis admiratif de l'attachement au territoire. Ouais. On parle beaucoup de la solidarité, mais on voit aussi que les Français tiennent à leur terre, tiennent à leur forêt, et c'est vrai que c'est à souligner. On voit sur certaines images aussi des pare-feux naturels, cultivés en tout cas. Le maïs qui a été planté, on l'a vu sur certaines images, entre des forêts, ça c'est des enseignements des feux de 1949, ce feu qui fait date en Gironde, avec 82 personnes décédées. Eh bien, on voit des grandes bandes de champs de maïs entre 2 forêts. Eh bien, ça, c'est un pare-feu qui est cultivé, et on voit qu'il y a peut-être des réflexions à mener sur ce type-là. Nous, quand on est pompier, on s'appuie sur ces zones qu'on appelle des zones pyro-résistantes, c'est-à-dire qui résistent au feu. Là, on a dû créer des pare-feux artificiellement, faute d'avoir des pare-feux naturels ou des pare-feux qui avaient été pensés pour éviter la propagation. C'est peut-être partie des choses auxquelles il faudra apporter quelques améliorations, hein. Mais c'est le commentaire du journaliste. 2 mots rapides, Philippe de Gestas, sur ce témoignage très fort, hein, je trouve. J'aime bien donner, moi, la parole aux gens qui savent. Voilà, ça, c'est important. On retrouve ce qu'on a pu dire à plusieurs reprises, c'est cet attachement. Il a parlé d'amour de la forêt. Il faut pas oublier que la forêt française est extrêmement bien gérée, par ailleurs, et qu'il y a des plans de gestion qui sont désormais obligatoires et qui sont assurés par les propriétaires. Et quand il dit on n'a pas raté grand-chose, de fait, la gestion de la forêt est assez exemplaire. J'ajouterais quand même à dire que, notamment dans l'agglomération bordelaise, l'année dernière, il y avait eu des contestations de plans de gestion qui avaient été faites par les écologistes locaux. C'est important de le rappeler. Il faut le rappeler, qui s'étaient opposés à des abattages d'arbres et qui avaient pour vertu précisément d'améliorer la gestion de la forêt et qui ont des vertus de protection contre l'incendie. Rappelons-nous que ceux qui aiment vraiment leur territoire, leur terre et la nature, c'est ceux qui la cultivent. Les sylviculteurs, les agriculteurs et l'ensemble de ceux qui sont présents sur nos territoires ruraux. On va prendre la direction de la Corse, les amis, si vous le voulez bien, évidemment. On va retrouver notre correspondante permanente, parce que ça a brûlé aussi en Corse. Et notre correspondante permanente en Corse, c'est Christina Luzzi. On en est où, Christina, au moment où on se parle ?
2 reprises de feu ont été signalées cet après-midi en Haute-Corse. À Bigouille, d'abord, les flammes sont reparties, mais elles ont été rapidement maîtrisées grâce à l'intervention des moyens aériens. À Corté, en revanche, la situation reste un peu plus délicate. Une reprise s'est déclarée en début d'après-midi. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont engagés, appuyés par les moyens aériens. Et pour atteindre cette zone particulièrement difficile d'accès, les hommes ont dû être héliportés au plus près des foyers. À cette heure, l'intervention se poursuit. Et pour avoir survolé le secteur avec les autorités lors d'un vol de reconnaissance, on se rend vraiment compte de la difficulté du terrain. Les pentes sont très escarpées, les accès presque inexistants, avec par endroits des éboulis qui rendent la progression extrêmement dangereuse pour les hommes au sol. Et ce relief complique aussi le travail des équipes aériennes parce que pour ne pas se mettre en danger, eh bien, les pilotes sont parfois obligés de larguer de plus haut. Et les largages sont alors plus délicats, moins précis et demandent une maîtrise absolue. Près de 250 pompiers restent mobilisés sur ce secteur où plus de 1000 hectares de végétation ont déjà été brûlés. À cette heure, la situation générale évolue plutôt favorablement, mais avec le retour de la canicule, la vigilance reste maximale face au risque de nouvelles reprises. Alors, Jérôme Boulanger, je sais que vous voulez réagir, mais priorité à nos équipes qui sont sur le terrain et on réagira sur la situation de la Corse si vous le voulez bien, si vous me le permettez, dans quelques instants. Mais on va prendre la direction de Lenton. On va retrouver Clément Lopez et Timothée Forget. On s'est beaucoup parlé au cours de cette édition spéciale. Clément, on en est où au niveau de la situation chez vous ? Écoutez, j'allais vous dire que la situation s'était considérablement calmée, mais on aperçoit derrière un nouveau départ de feu suite à ces coups de vent, à ces rafales de vent qui soufflent ici à 50 km/h partout autour. Les pompiers ont éteint progressivement les flammes et toute cette fumée blanche, c'est bon signe ici, c'est-à-dire que le feu n'est plus proactif, mais au fond de cette forêt, on voit un nouveau panache sortir suite, donc je vous le disais, à ces rafales de vent ici avec Timothée Forget. Nous sommes également sur cette base arrière où les pompiers qui sont partis au front reviennent ici s'hydrater, récupérer des forces pour tenir une nuit compliquée s'annonce ici puisque l'hydrométrie est très basse, je vous le disais, une température très haute et caniculaire qui ne devrait pas énormément baisser cette nuit. On entend cet hélicoptère au-dessus de nous qui vient faire du repérage pour les moyens aériens ici toute l'après-midi sans pause. Nous avons vu larguer des canadaires, des milliers de litres d'eau par des canadaires, des air tractors, mais également des hélicos bombardiers d'eau et à l'instant sur notre flanc droit un nouveau panache également qui sort de cette forêt, un panache un peu plus noir. Le feu reprend de la force et c'est toute la complexité de ce feu ici en Gironde. On a beau l'éteindre, le noyer, les fumerolles qui restent présentes peuvent reprendre à tout moment avec ces rafales de vent, ces hautes chaleurs, et c'est la raison pour laquelle les pompiers sont ici, sont à pied d'œuvre pour éteindre cet incendie, mais également les habitants qui patrouillent partout dans leur forêt. Ils connaissent très bien les lieux, ils travaillent d'ailleurs main dans la main avec ces pompiers pour pouvoir leur indiquer les points stratégiques, les routes pour accéder au brasier plus facilement. Alors voilà, les habitants avec lesquels on a pu échanger bien sûr patrouillent et tentent d'éteindre ces fumerolles pour éviter les situations qu'on aperçoit derrière. Merci beaucoup Clément Lopez et Timothée Forget depuis Lenton. Nous avions le maire d'ailleurs dans cette édition spéciale qui avait bon espoir que les choses rentrent dans l'ordre. Ça semble être le cas, mais soyons prudents mon cher Clément, vous êtes sur le terrain plus que jamais. Merci beaucoup Clément Lopez. Colonel Jérôme Boulanger, vous vouliez réagir un petit peu sur je vous ai interrompu, mais sur la situation corse. Oui, enfin, c'est intéressant de comparer les deux feux finalement, celui de Gironde et celui de Corté. On voit que ce sont deux feux dans des reliefs complètement différents. En Gironde, on voit que c'est un terrain qui est complètement plat, qui donc permet un certain nombre d'actions, des actions avec des largages d'avions, des largages de retardants notamment, des actions des sapeurs-pompiers au sol très efficaces et très directes. Là, en Corse, regardez le relief, c'est les hélicoptères qui peuvent travailler. Nous avons un détachement héliporté d'intervention de la sécurité civile
qui emportent des sapeurs-pompiers avec du matériel dans le massif pour pouvoir mettre en place des tuyaux avec des moyens de pompage d'eau dans des cours d'eau, etc., pour atteindre le foyer. On voit donc qu'on est sur deux territoires complètement différents, mais on voit finalement la même détermination avec des techniques, par contre, de lutte qui sont totalement différentes. Et c'est intéressant de voir le contraste, mais le même engagement et la même technicité pour arriver à bout de ces feux. Et la même détermination, je rajouterais évidemment. Merci pour ce point très précis, colonel Jérôme Boulanger. On va prendre la direction de Villeneuve-d'Ornon. Pourquoi Villeneuve-d'Ornon? Parce que d'abord, on a une de nos équipes qui est sur place, Nicolas Roger et Malo Steiner. Et puis l'autre raison aussi, question, on attend Bruno Retailleau, candidat, ancien ministre de l'Intérieur, faut-il le dire, et le rappeler, mais également candidat à la présidentielle de 2027, qui a choisi donc de se déplacer à Villeneuve-d'Ornon pour échanger. Est-ce que Bruno Retailleau est arrivé, Nicolas Roger, ou pas encore? Racontez-nous. Il doit arriver à 19h10, c'est ce que nous ont dit des membres de la protection civile, qui sont justement, nous sommes aux côtés de ces membres de la protection civile, 450 ici, ils sont 450 bénévoles dans ce centre logistique, le seul de la région girondine. Et Bruno Retailleau vient donc les rencontrer pour échanger avec eux, pour les féliciter, pour les encourager, parce que, il faut le savoir, ce sont des bénévoles qui viennent des quatre coins de la France, qui ont en fait demandé des congés à leurs employeurs pour venir aider ici pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, les sinistrés, mais également les pompiers, en les ravitaillant avec de l'eau, des produits de première nécessité. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, je voulais vous parler d'une chose, c'est qu'on commence à avoir de la fumée qui vient vers nous. Des masques FFP2 nous ont été distribués. Et c'est aussi dans ce contexte-là que vient Bruno Retailleau pour éventuellement parler des solutions avec la protection civile. On sait que d'ailleurs, il a pu être proche de la protection civile à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, puisque même s'il s'agit d'une association avec des bénévoles qui travaillent pour la protection civile, eh bien, ça reste une association sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Nicolas, j'ai une question, je ne sais pas si vous avez la réponse ou pas, mais je l'attends quand même. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Est-ce qu'on sait pourquoi Bruno Retailleau a choisi Villeneuve-d'Ornon plutôt qu'une autre commune impactée et d'autres communes ont été plus impactées peut-être que Villeneuve-d'Ornon? Pourquoi ce choix, Nicolas Roger? Nous avons également posé la question justement aux membres de la protection civile et en fait, ils nous disent qu'ils n'en savent rien, qu'il n'y a pas, selon eux, de raison particulière et effectivement, ici, il n'y a pas, dans cette base logistique, il n'y a pas de sinistrés. Donc, selon nos informations, en fait, eh bien, en tout cas, selon les informations de la protection civile, il n'y a pas de raison particulière. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ils connaissaient bien la protection civile, puisque c'était une association sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc pour l'instant, c'est la seule raison qu'on nous a évoquée ici. Ben, pardonnez-moi, je vous ai posé la question, voilà. Je vous ai peut-être mis en difficulté, mais c'était important de le savoir et peut-être qu'on le saura dans le courant de son déplacement. On va prendre la direction de Biscarrosse maintenant. Pourquoi on va prendre la direction de Biscarrosse? Nous sommes avec Éric Dufréchon. Merci d'être avec nous, Éric. Merci parce que c'est courageux. Si on a décidé de vous donner la parole, c'est que votre situation est difficile. Vous êtes chef d'entreprise dans le BTP, m'a-t-on dit, et vous faites partie des gens qui ont beaucoup perdu, en tous les cas, dans cet incendie. C'est bien cela, hein, Éric. Et merci d'accepter de témoigner, parce que ce n'est peut-être pas facile d'accepter de témoigner sur CNews et sur Europe 1 ce soir, vu les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Racontez-nous un peu les circonstances. Alors, donc, oui, je suis donc chef d'entreprise à Biscarrosse. Comme nombreux collègues, j'ai perdu mon outil de travail. À Biscarrosse, beaucoup ont perdu leur maison. C'est plus important encore, c'est plus dur. Donc, c'est plus difficile pour eux que pour nous, malgré tout. Aujourd'hui, on se serre les coudes entre nous. Il y a vraiment une entraide énorme entre artisans, collègues. C'est vraiment très, 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 très bien. Et oui, moi, j'ai perdu mon dépôt le jeudi soir, je pense, à 21h, quelque chose comme ça. Il a brûlé et tout dedans. Donc, je n'ai plus rien. Mais je suis pas le seul. Donc voilà, on est bien obligé de faire face et d'être là. On se pose des questions quand ça arrive. Est-ce qu'on va continuer, pas continuer? On a des employés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ça va se passer pour eux? Voilà, toutes ces questions, on se les pose.
Comment voyez-vous l'avenir, Éric Dufréchon? Parce que je crois que vous avez 5 salariés. Vous avez eu des véhicules qui ont brûlé. Ce n'est pas simple quand on est patron d'une PME. Comment voyez-vous l'avenir? C'est peut-être un petit peu tôt de vous poser cette question, hein, mais je me permets de vous la poser quand même. Vous pouvez, j'y ai réfléchi, sincèrement. On est des TPE même, on est toutes petites entreprises, donc je pense que on est nombreux. Mais l'entraide va me permettre et mes collègues vont me permettre de me relancer assez rapidement. Alors moi, je suis en peinture bâtiment, donc c'est peut-être plus simple que certains métiers parce que on n'a pas besoin de grand chose, on va dire, comme matériel, même si il faut racheter et il faut se remettre en place. Mais des collègues vont nous prêter des véhicules, un dépôt, des échelles, voilà. Donc je vais, grâce à eux, avoir envie de repartir et grâce à mes employés qui eux aussi, puisque la question se pose, ont envie aussi de repartir et de recommencer. Donc nous, ça sera peut-être plus rapide que certains. Voilà. Et là aussi, Éric Dufréchon, on ne cesse de le dire, hein, il y a une énorme solidarité qui s'opère auprès des sapeurs-pompiers. Tout le monde se serre la main, se serre les coudes. Et là, c'est un bel exemple de solidarité, hein, en fonction de votre témoignage, puisque des collègues à vous vont vous aider. Et ça, c'est magique quand même, hein, dans une société dont on dit qu'elle est particulièrement fracturée. Je pense que ça vous fait chaud au cœur. Et c'est important de le rappeler sans doute. Oui. Hein. Tout à fait, pardon, mais oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui a fait basculer ces derniers temps. Alors, il y a les collègues, les clients, les clients, les habitants, les gens qui vous connaissent, qui vous envoient des messages de soutien. On est là s'il y a besoin. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, tout le monde se serre les coudes. Je tenais si je peux en profiter, je tenais vraiment à remercier sincèrement et profondément tous les pompiers, bien sûr, qui sont intervenus, qui continuent à intervenir, tous les gens qui ont été bénévoles, et la gendarmerie, bien sûr, et la police, enfin, tous les gens qui se sont donnés tous les jours à fond. Et bien sûr, les élus de Biscarrosse, il ne faut pas les oublier. Madame le maire de Biscarrosse qu'on n'a pas trop vu sur les réseaux ou autres, qui a fait son travail et qui l'a bien fait et qui a essayé de faire au mieux pour les habitants. Donc j'espère que tout le monde sera reconnaissant du travail effectué par ces gens-là, et comprendront aussi que certaines zones ont été coupées, fermées pour permettre aux gens sinistrés de se retourner. Et oui, le tourisme est important. La ville de Biscarrosse en vit beaucoup, et beaucoup Biscarrosse-Plage. Donc on veut que les gens viennent à Biscarrosse-Plage. Les touristes viennent, bien sûr, puisque c'est aussi ce qui nous fait vivre. Mais par contre, il y a des moments où dans la vie il y a des choix à faire, et le choix était à faire de laisser d'aider les sinistrés, quoi. Voilà. Et je suppose, Éric Dufréchon, et ça sera ma dernière question, que cette solidarité, cette aide, ça n'efface pas évidemment le traumatisme auquel vous êtes confronté avec ce qui vous arrive, mais ça vous permet peut-être de, je sais pas, hein, mais de mieux passer le cap ou de mieux accepter ce qui vous arrive. Mais complètement, je vous dis sincèrement, si personne m'avait tendu la main, je me serais certainement arrêté et j'aurais fait le nécessaire. Il y a après il y a des choses à voir dans le futur proche par rapport à l'État, quelle prise en charge, comment ça va se passer. En sachant qu'il faut quand même avoir en tête qu'un salarié au chômage partiel, il va perdre 500 € de salaire, entre 400 et 500 € de salaire par mois. Nous, on va devoir payer une partie de ce salaire-là, alors qu'on n'a pas d'activité. Enfin, moi, peut-être je vais en retrouver une rapidement, mais d'autres. Voilà. Donc tout ça, c'est compliqué. Donc ça serait bien que effectivement, pas le quoi qu'il en coûte, mais que l'État éclaircisse ça rapidement pour que les gens puissent se positionner. Voilà. Merci, je vous remercie chaleureusement d'accepter de témoigner, parce que c'est important, c'est aussi ça, il faut parler de gens comme vous, évidemment, qui ont beaucoup perdu, et votre optimisme fait plaisir à voir, et c'est bien également d'avoir ce type de témoignage et cette grande solidarité, Philippe de Gestas, c'est bien, il faut la montrer aussi, hein, c'est ça la réalité. C'est important, puisqu'il est beau dans le témoignage de M. Dufréchon, c'est qu'il n'a parlé de l'État qu'à la fin, alors qu'on a l'habitude de dire l'État n'a qu'à tout faire. Là, on a d'abord Mais il pense aux autres avant de penser à lui. C'est la subsidiarité. Bon,
après, les Landais, dont je suis, sont pas vraiment solidaires peut-être, j'en sais rien. Permettez-moi de faire ce petit hommage particulier à mon département. Bon, très bien. On va faire un point, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, sur la circulation, parce qu'évidemment, on entend ces professionnels qui nous disent venez quand même, malgré tout, il y a des zones qui ne seront pas impactées. Oui, mais OK, venir dans les Landes, venir en Gironde, mais comment ? C'est pas simple d'un point de vue transport, et c'est Jean Delacoste qui nous fait un point ce soir sur Europe 1 sur CNews. Aucun train ne circule ce mercredi au sud de Bordeaux, si ce n'est ceux desservant Agen et Toulouse. Les TGV venant de Paris pour gagner Arcachon, Hendaye et Tarbes s'arrêteront en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Les départs de Paris vont d'ailleurs être limités. Le train de nuit intercité Paris-Tarbes reste aussi supprimé dans les deux sens. Pas de TER non plus dans les zones entre Arcachon, Bordeaux et Morsinx. La SNCF appelle tous les voyageurs à reporter au maximum leur déplacement en Gironde. Ils peuvent annuler ou échanger leurs billets sans frais. Concernant le réseau routier, l'autoroute A63 est fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne. De nombreux axes du réseau secondaire sont également condamnés en Gironde. Pour les conducteurs qui doivent se rendre au sud vers le Pays Basque ou l'Espagne, il faut effectuer un détour via l'A62, l'A65 et l'A64. Un grand contournement par l'A20 est aussi conseillé pour désengorger la région bordelaise. Les autorités demandent d'éviter autant que possible les Landes et le nord du bassin d'Arcachon pour ne pas gêner les interventions des sapeurs-pompiers ou des forces de l'ordre. Voilà, le point très précis de Jean Delacoste. Colonel Jérôme Boulanger, vous évoquiez tout à l'heure très rapidement le point sur les interpellations. C'est Tanguy Hamon qui va nous faire un point ce soir sur CNews et sur Europe 1 sur le nombre d'interpellations suite à ces incendies. 184 personnes ont été interpellées, mises en cause pour les incendies qui ravagent le pays depuis le début du mois de juillet. Des personnes pour lesquelles il ne faut avoir aucune complaisance, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Ce sont, selon lui, des gens qui mettent en danger la vie des Français, qui exposent celle des sapeurs-pompiers. Pour rappel, depuis le début de ces incendies, 4 pompiers sont morts sur l'ensemble du territoire. Et pour le seul département de la Gironde, près de 130 pompiers sont blessés. Ces incendiaires, justement, qui sont-ils ? Eh bien, selon les profils portés à notre connaissance, il s'agit d'hommes, parfois très jeunes. Il y a notamment ce mineur âgé de 15 ans seulement qui a été interpellé en Gironde. Il était en train de mettre le feu à des broussailles. Il s'agit d'un jeune en difficulté, placé en foyer. On se souvient aussi de ces deux individus âgés de 18 ans seulement à Fontainebleau, un pompier volontaire et un étudiant en droit. Il y a aussi un brancardier âgé de 23 ans interpellé en Gironde, où cet homme sans emploi âgé de 23 ans, lui aussi, suspecté de 10 incendies dans le Var. Et ces individus, justement, que risquent-ils devant la loi ? Eh bien, s'il s'agit d'actes involontaires, les peines encourues vont de 2 ans de prison à 10 ans de prison dans le cas où un individu serait mort à cause de cet incendie involontaire. Pour les incendies allumés volontairement, cette fois, on commence à 15 ans de prison et on va jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité si on a causé la mort d'une personne. Mais dans les faits, quelle est la réponse pénale apportée à ces individus ? Eh bien, pour le moment, aucun des mis en cause pour incendie volontaire n'a été jugé. Ils sont placés en détention provisoire pour éviter, évidemment, qu'ils ne recommencent. Et pour les personnes qui ont eu des comportements dangereux, comme le fait d'allumer une cigarette en forêt, d'allumer un barbecue ou d'utiliser des feux d'artifice dans une zone à risque, eh bien, ce sont des amendes qui sont données, des amendes qui dépassent parfois légèrement les 1 000 €. Colonel Jérôme Boulanger, 2 mots sur ces interpellations. La répression doit avoir un rôle de dissuasion et donc de prévention. Philippe de Gestas. Le code est clair, les punitions prévues sont extrêmement sévères. On espère que la magistrature appliquera la justice comme il se doit. sa rigueur, comme il se doit. On verra, on va suivre ça avec une grande attention en tous les cas, et je pense qu'un grand nombre de victimes attendent évidemment des décisions. Karine Durand est avec nous avant de refermer cette page spéciale, un point rapide sur la météo, et vous n'avez pas de bonnes nouvelles à nous annoncer, Karine Durand. Mais non, puisque une nouvelle canicule débute aujourd'hui. 16 départements placés en vigilance orange pour le risque de canicule par Météo France. D'un côté, la Gironde et les Landes, avec un pic de chaleur très chaud aujourd'hui, mais très éphémère, c'est juste aujourd'hui, et ensuite les températures baissent. Par contre, du côté de l'Est, de l'Indre, l'Isère, de la Haute-Loire, par exemple, de l'Ardèche, c'est le début d'une canicule qui va durer jusqu'à dimanche au moins. On aura 40 degrés et plus. Après dimanche, on ne sait pas encore, car il y aura des orages qui vont peut-être changer la donne. Et aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui dans les Landes et en Gironde, on a relevé 42,7 degrés à Bélisse dans les Landes, 42,2 à Sauternes en Gironde, 41 dans le Tarn, 41 dans la Vienne. Et ce n'est pas fini, ça va vraiment basculer à l'Est
ces fortes chaleurs. Et je voulais vous mentionner aussi que demain, il y a une nouveauté. Dans la météo des forêts de Météo France, 2 départements sont placés en vigilance rouge de risque d'incendie. Et en plus, il s'agit de départements du nord-est. La Moselle et la Meurthe-et-Moselle sont placés en risque d'incendie élevé, le niveau maximal pour ce jeudi.